Merci à tous et à toutes d'être là. Et maintenant, je laisse la parole à la star. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Merci Fatma pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir. Je suis très honorée et très heureuse qu'on ait réussi à organiser cet événement. Et vraiment, je vous remercie d'avoir eu confiance en moi pour répondre à cette thématique qui me tient à cœur. Et puis merci vraiment pour vos mots, vos compliments qui me vont droit au cœur. C'est vrai que quand j'ai reçu le titre en tout cas la proposition de thème, de thématique sur laquelle je pouvais m'exprimer, je me suis dit que ce serait l'occasion peut-être de partager avec vous, plus qu'une conférence un petit peu magistrale, le support de mes différents travaux pour pouvoir échanger, notamment documentaires, sur la base d'exemples concrets, plutôt que d'être dans la théorie. On est dans une université, je pense que la théorie, vous en entendez beaucoup. Donc on va poser quelques points comme ça de compréhension pour être sûr de parler de la même chose. Mais après, je vous propose en gros, ça va durer une petite trentaine, quarantaine de minutes, et puis après qu'on échange plus librement. Et il y a quelques vidéos qui sont issues de mes documentaires, qui vont être un support de discussion sur justement cette question du féminisme intersectionnel et décolonial. Donc, la première chose dont je voulais parler, c'était justement de la France et du premier article de la Constitution française qui dit que la France la République est indivisible, social-démocrate, et qu'on ne peut pas faire de distinction des personnes sur la base de la race. Et ce terme de race, en fait, c'est un terme qui fait débat en France et qui a fait débat à tel point qu'en 2018, de manière unanime, l'Assemblée nationale française a décidé de retirer ce terme de race de la Constitution. Alors ça a été validé par l'Assemblée nationale et pas encore par le Sénat. En France, il faut que les deux chambres valident, mais ça veut dire quand même quelque chose sur le fait que ce terme-là, bien entendu, on est toutes et tous d'accord pour dire que la race n'a pas d'existence biologique, mais dans la Constitution, le terme est là pour dire qu'on ne peut pas faire de différence et donc on ne peut pas justement promouvoir le racisme. Et du coup, cette impossibilité de formuler ce terme de race rend très très difficile la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que, puisqu'on parle de féminisme, c'est qu'il est question de remplacer le terme de race par le terme de sexe et pas de genre. Donc ça montre aussi qu'on est aussi dans une appréciation quand même assez biologique des identités de genre, d'identité féminine et masculine. Merci. Et donc, je voulais revenir sur la question de l'universalisme qui empêche justement la possibilité de se penser dans une condition qui n'est pas cette condition universaliste, invisible, indivisible. Il y a une idée très très forte en France, c'est l'idée de l'universalisme qui est très présente dans la philosophie républicaine, notamment des Lumières, mais aussi très présente dans les débats politiques actuels. Et c'est une idée qui dit que, en gros, les Français et les Françaises ne peuvent pas être distincts, ils appartiennent à un tout universaliste. Et c'est une très très belle idée, sauf qu'en réalité, elle ne permet pas d'appréhender les différences entre les personnes, les différences qui occasionnent notamment des discriminations. Et des discriminations qui peuvent s'exprimer pour la raison du genre, mais plein d'autres raisons, ce qu'on va voir avec justement la question je pense que la prochaine c'est la question de la minorité. En droit français, en fait, la notion de minorité n'existe pas. Soit on est français, soit on n'est pas français. Et quand on n'est pas français, il y a deux statuts possibles. Soit on est européen, issu de l'Union européenne, et donc on a des droits, notamment au niveau de la citoyenneté, de l'exercice du droit de vote, notamment pour les élections locales. Soit on est étranger. Et si on est étranger non européen, en fait, on n'a absolument pas de droits qui sont liés à la citoyenneté, donc de voter, etc. Donc, on ne peut pas être officiellement en France une minorité, ni ethnique, ni religieuse, ni linguistique. Et la conséquence de ça, c'est que la France n'a pas ratifié plusieurs traités qui ont vocation à protéger les droits des minorités. Donc sur la question des minorités régionales, alors qu'en France on a pas mal de minorités régionales, alors sur le sol français hexagonal, mais aussi des minorités sur les Outre-mer, puisque la France, vous le savez peut-être, c'est le seul pays qui soit situé sur 5 continents, parce que c'est un pays qui a gardé ses colonies et qui les a transformées en départements. Donc ça occasionne une diversité culturelle très importante, puisque il y a quelques jours j'étais en Guadeloupe, c'est dans les Caraïbes, mais c'est quand même la France, mais il y a quand même une langue locale, une culture locale, c'est un pays, c'est un département français qui a été forgé d'abord par l'éradication des populations locales, autochtones, notamment les Arawaks et d'autres, et puis après la déportation de populations de l'Afrique à des fins d'esclavagisme. Et puis ensuite, il y a eu des migrations différentes, des migrations du sud de l'Asie
c'est un exemple parmi d'autres d'Inde notamment, mais pas seulement, qui sont venus travailler après l'abolition de l'esclavage, et puis après l'immigration plus volontaire du Moyen-Orient, notamment de la Syrie, du Liban. Et donc la Guadeloupe aujourd'hui, ce sont des gens qui sont issus de tous ces territoires. Et donc la notion minoritaire n'existe pas, ce qui rend difficile l'appréhension des identités multiples dans le droit français, mais aussi dans le champ politique. Et ensuite, donc, je voulais vous montrer un exemple sur la question de la représentation et comment ça peut être important pour les Français et pour les Françaises de se sentir représentés. Donc ça, c'est un extrait de mon documentaire qui s'appelle La Parisienne démystifiée, où je montre que la Parisienne, c'est un mythe, avec l'exemple de Grace Lee. Voilà. Merci. En grandissant en France, moi j'étais très sensible à la représentation. J'ai très vite trouvé que je ne ressemblais pas du tout aux personnages des livres que je lisais, des films que je regardais. Pendant longtemps, je ne me trouvais pas jolie ou je ne me trouvais pas aussi jolie que justement ces Parisiennes que je voyais et qui incarnaient la beauté à la française. Le fait de ne pas ressembler aux personnages préférés de mes histoires, moi, ça m'a affectée. J'avais l'impression que peut-être je n'étais pas digne d'intérêt, que peut-être je ne pouvais pas être au centre de l'histoire. En tout cas, tout ça, ça me travaillait beaucoup. Et je pense que ça a pesé sur mon estime de moi-même et aussi ma relation avec les autres. Ah. C'est pas fini normalement. En grandissant en France, moi j'ai... C'est bon. Non, c'est là. À la française. Le fait de ne pas ressembler aux personnages préférés de mes histoires, moi ça m'a affectée. J'avais l'impression que peut-être je n'étais pas digne d'intérêt, que peut-être je ne pouvais pas être au centre de l'histoire. En tout cas, tout ça, ça me travaillait beaucoup. Et je pense que ça a pesé sur mon estime de moi-même et aussi ma relation avec les autres. Bon, la vidéo n'est pas en entier, mais je vais pas la rechercher pour vous la montrer. Mais donc la suite, en fait, c'est Grace Lee qu'on voit dans un quartier parisien qui est dans le sud de Paris, qui est un quartier qui est connu pour être le quartier d'une forte minorité asiatique. Donc elle est dans un supermarché qui s'appelle Tang Frères, qui est un lieu en fait où beaucoup de personnes d'origine asiatique, mais pas uniquement, vont s'approvisionner en biens et services. Et ce que je trouvais intéressant, c'était à la fois cette question de qui, finalement, a le droit d'être une Française légitime, qui est représentée, qui on voit sur les unes de magazines, comment ça peut affecter une personne en fait, qui ne se reconnaît pas dans une identité qui est pourtant la sienne. Et puis aussi sur l'effacement en fait, de l'identité coloniale de Paris, c'est-à-dire que l'héritage asiatique, par exemple, de Paris est extrêmement important, mais en fait, on n'en parle jamais. Et les Asiatiques de France et de Paris sont arrivés en France dès le début du XXe siècle. Et en fait, ça fait très très longtemps qu'il y a à la fois des restaurants. Donc Grace est originaire du Cambodge. Sa famille, ce sont des Chinois du Cambodge qui ont fui pendant le génocide dans les années 70. Mais ce que je trouvais intéressant dans son témoignage, c'est justement comment, en tant que femme, on pouvait ne pas se reconnaître dans cette idée de la beauté française, qui est une idée en réalité très patriarcale, mais qui est fondée sur des préjugés à la fois validistes, à la fois racistes, sexistes, homophobes aussi, puisque ça exclut en fait toute personne qui ne correspond pas à ce canon de la femme mince, jeune, bourgeoise, parisienne, blanche, hétérosexuelle, etc., valide entre guillemets. Et donc voilà, c'était un exemple qui pour moi montrait un petit peu cette différence qu'il peut y avoir entre le mythe, en fait ce mythe qui est un mythe très oppressant et qui est un mythe qui construit en fait du sexisme et qui exclut et qui entretient l'idée qu'être une Française, c'est correspondre à un certain stéréotype. Voilà. Et donc, voilà, il y a cette idée, pour revenir sur le slide d'avant, du communautarisme. En fait, c'est en France l'idée en fait, que toute revendication minoritaire contrevient à ce mythe de l'universalisme. Et donc, on va le qualifier de communautariste. Alors, c'est très compliqué à traduire. On opte parfois pour cette traduction. Mais c'est comme si le fait de se penser comme une minoritaire, ça remettait en cause un équilibre républicain, mais qui reste un mythe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de cohésion nationale. C'est comme une mythologie qu'on a construite
empêcher finalement les personnes de se penser de manière minoritaire. Et c'est intéressant parce que quand justement, aujourd'hui c'est acquis, mais quand à la fin des années 1990, on a envisagé de voter une loi pour la parité en politique, donc pour l'égalité entre les femmes et les hommes en politique, c'est justement la question du communautarisme et de l'universalisme républicain qui a été mobilisée, y compris par des philosophes comme Elisabeth Badinter, pour dire non, si on distingue les femmes en politique, ça va finalement briser l'idéal républicain. Et on voit aujourd'hui, 22 ans plus tard, puisque la loi a été votée en 2000, que finalement ça n'a absolument pas perturbé l'équilibre républicain et au contraire ça a permis à des femmes d'accéder à la vie politique. Ça a vraiment transformé la vie politique française, même s'il y a encore du chemin. Sans cette loi, il n'y aurait pas autant de femmes politiques en France. Donc on peut regarder le slide suivant. La question de l'intersectionnalité, donc pour la définir, en fait souvent on parle de l'intersectionnalité comme d'une idéologie, alors qu'en réalité c'est un outil juridique qui a été créé par une juriste qui s'appelle Kimberley Crenshaw pour justement permettre de comprendre les discriminations que subissent des femmes qui sont exposées à plusieurs formes de discrimination. Donc le cas qu'elle a étudié en tant que juriste, c'est le cas d'une femme noire qui s'appelle Emma de Graffenreid, qui en réalité, était victime d'une discrimination dans une entreprise et n'avait pas vu son cas reconnu par les juges. C'est une femme noire, hein, c'est important de le rappeler, et les magistrats qui avaient dit qu'elle n'était pas discriminée disaient qu'elle ne pouvait pas être discriminée parce que l'entreprise recrutait des femmes et des noirs, donc c'était pas possible qu'elle soit discriminée. Sauf que quand on se penchait sur son cas, on s'était rendu compte que l'entreprise effectivement recrutait bien des femmes, mais au poste notamment de secrétariat, d'assistanat, mais que toutes les femmes recrutées étaient blanches et qu'il y avait effectivement des noirs dans l'entreprise, mais que toutes les personnes noires qui étaient recrutées étaient des hommes. Et donc c'était des hommes qui étaient plutôt des ouvriers. Et donc elle n'était pas recrutée parce qu'elle était une femme ou parce qu'elle était noire, mais précisément parce qu'elle était une femme noire. Parce qu'elle était à l'intersection de deux formes d'oppression et que dans la division genrée et raciale du travail, il n'y avait pas de place pour elle. Et donc c'est à partir de là qu'elle a créé ce terme de l'intersectionnalité qui reste un outil en fait de lecture. Et donc si elle a réfléchi à cet outil sur la base du cas d'une femme noire, en réalité on peut l'élargir à toutes les femmes qui ont d'autres conditions minoritaires, donc des femmes musulmanes, des femmes juives, des femmes homosexuelles, des femmes handicapées, des femmes pauvres. Et en fait c'est un outil qui permet finalement de décliner la condition féminine avec toutes les formes d'oppression qui existent. Voilà. Et donc c'est important parce qu'on parle beaucoup de l'intersectionnalité comme d'une idéologie, alors qu'en réalité c'est vraiment un outil très très simple, une grille de lecture en fait pour comprendre les discriminations simultanées de manière très très fine. Merci. Donc l'assimilation, c'est bon après c'est un truc très français, mais voilà l'idée qu'il y a des Français de souche. En fait, ça laisse entendre l'idée qu'il y aurait une souche française véritable et que les autres Français seraient des Français, je ne sais pas, de branche, je ne sais pas trop, mais on se demande, comme s'ils n'avaient pas poussé sur le sol français, mais en tout cas qu'ils venaient d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a dans l'idée de Français de souche, il y a toujours l'idée d'une pureté. Alors c'est un terme qui vient de la colonisation algérienne, qui a vraiment été popularisé par le Front National, avec leur magazine Le National en 1979, et qui au départ était vraiment considéré comme très très raciste et qui malheureusement a commencé à se répandre dans le vocabulaire français jusqu'à ce que le président François Hollande y ait recours dans les années 2010. Et ça fait beaucoup polémique, mais ça montre quand même qu'il y a une perméabilité dans un terme qui finalement est un terme qui ethnicise l'identité française pour ensuite devenir un terme beaucoup plus commun qu'il ne devrait l'être. Alors moi, il y a une figure que je trouve très intéressante, c'est la figure de Marianne. Marianne, c'est l'emblème de la République. Donc c'est une femme. Voilà, au départ, c'était une femme moyenne. Donc dans la première moitié du XXe siècle, c'était une femme qui était censée représenter la française moyenne. Et en fait, depuis les années 50, on a décidé de prendre le visage de Marianne en s'inspirant de femmes françaises très connues. Et donc, on a pu avoir donc, les femmes que je vous montre. Il y a Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Laetitia Casta, Mireille Mathieu, donc, qui sont toutes des femmes blanches, hein, vous le voyez. Donc, effectivement, ça montre aussi comment la France se projette. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a en bas Ina Shevchenko, qui est la leaduse des Femen, qui, elle, n'est pas française,
Et c'est intéressant parce que finalement, il n'y a pas eu de Française non blanche, il y a eu une femme étrangère qui a été choisie, mais pour l'instant, dans les Marianne officielles, en tout cas la Marianne qui est choisie chaque année pour devenir le visage, il n'y a pas eu de Marianne ni asiatique, ni arabe, ni noire. Et donc l'hommage que je voulais rendre, c'est au travail de Alexis Peskin, qui est un artiste plasticien qui a créé ce tableau de Mariam. Donc Mariam, c'est le nom de Marie pour les personnes musulmanes, souvent, et donc a choisi le visage d'une femme noire pour faire sa propre Marianne. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Mais je trouve que ce personnage de Marianne, il est à la fois l'idée qu'une femme porte des valeurs, et donc c'est inspiré aussi du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, mais c'est aussi toujours une manière de féminiser l'identité française et donc de la rendre toujours très séduisante, et donc d'entretenir une forme de sexisme de ce que la France devrait proposer en termes de beauté au reste du monde et à elle-même. Et donc, voilà, un exemple de ce qu'on trouve quand on tape femme française sur Google. On voit bien que ce n'est pas du tout une projection qui soit très inclusive et justement qui permette d'entrevoir la pluralité de ce que sont toutes les Françaises. Voilà, la Parisienne, c'est un peu cette figure qui est mythifiée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà quelques exemples. On voit Inès de la Fressange, qui est un mannequin, qui était égérie de Chanel depuis les années 1980, qui, elle, a écrit des livres sur la Parisienne, qui se sont très très bien vendus à l'étranger. Et c'est un support commercial, en réalité, qui se vend très très bien. Il y a des livres comme How to be a Parisian de plusieurs femmes qui se vendent excellemment bien à l'étranger, mais qui montrent toujours cette même figure de la Parisienne, filiforme, blanche, bourgeoise, qui arrive à être élégante sans effort, etc., qui ne vieillit jamais, qui ne grossit jamais. Voilà, c'est la magie de Paris. Donc ça, c'est un extrait d'un film que j'avais fait, Les Marches de la Liberté, que je trouvais intéressant, où on avait rencontré, où des jeunes Américains en fait rencontraient Paris à travers ces questions raciales, et donc ils faisaient la rencontre de Christiane Taubira, qui était l'ancienne ministre de la Justice, pardon. Elle était ministre de la Justice à l'époque, et c'est la vidéo suivante. Je vous en prie, installez-vous. Madam Minister, thank you for receiving us. First of all, congratulations for all the great work you've been doing in the country. We've been following everything you're doing. And that's why I thought it was important for us to see these amazing young leaders that you see here, to see you, because you're an inspiration to many, many young people, not only in France, but across the country, especially young women. It was exciting to meet her because, of course, again, it's a woman who looks like me, and she's in a very powerful position in the country that I wasn't even aware of had people of African descent in leadership. So she was phenomenal. Her hair was braided. I loved that because it's not always acceptable in America for women of color to have braids. You kind of have to have this certain type of look to be accepted in certain positions. And I thought that was amazing. Alors j'ai trouvé cet extrait extrêmement intéressant parce que déjà ça montre combien la France projette une image d'elle-même qui ne permet pas d'entrevoir l'existence de telles femmes de pouvoir en fait à l'extérieur du pays. Et je trouve que le commentaire sur les cheveux fait écho justement à cette histoire coloniale, parce qu'en réalité, les cheveux des femmes noires, c'est vraiment un enjeu de pouvoir et de représentation. Ça signifie qu'en fait, quand on est une femme noire et qu'on est dans l'espace public, on doit avoir un certain type d'apparence pour être considérée comme belle ou pour être considérée comme acceptable. Les femmes noires les plus connues, finalement, ce sont Michelle Obama, Beyoncé, Oprah Winfrey, et ce sont des femmes qui se présentent toujours avec un cheveu lissé, ou en tout cas un cheveu qui correspond à une certaine esthétique blanche. Et donc ça, c'est une histoire qui remonte à la colonisation et à l'esclavage, parce que dans la déportation massive de populations d'Afrique vers les Amériques, il y a eu une fracture avec les pratiques esthétiques traditionnelles, une fracture parce qu'il n'y avait plus d'accès aux produits traditionnels pour entretenir les cheveux naturels frisés, une fracture parce que les objets n'étaient plus présents, et aussi le cheveu des femmes noires est devenu un marqueur ethnique. C'est devenu un marqueur qui finalement faisait la distinction entre les personnes qui étaient considérées comme belles et
les personnes qui n'étaient pas considérées comme relevant des canons esthétiques dominants. Et donc il y a énormément de littérature, de recherche sur cette question-là du cheveu. Et aujourd'hui, pour des femmes qui se présentent publiquement, c'est un enjeu esthétique extrêmement fort. Et c'est intéressant parce que dans le féminisme dominant, blanc, en fait, on a tendance à dire que la beauté, c'est quelque chose dont il faut s'émanciper. C'est important de s'en émanciper justement pour aspirer à une forme d'égalité. Mais pour les femmes qui sont minoritaires, comme elles ont été considérées comme n'étant pas belles pendant toute l'histoire en fait récente, l'histoire post-coloniale et post-esclavagiste, le fait de conquérir les critères de beauté, c'est justement une affirmation de soi. Donc, le fait de considérer le féminisme comme unilatéral et de dire il faut absolument s'affranchir de la beauté, ça ne tient pas compte d'autres formes esthétiques qui, elles, doivent s'assumer dans une forme de beauté selon leur propre canon. Et donc ça veut dire qu'il faut entendre en fait, par exemple ce que disait Grace au début, Grace Lee, dans le fait qu'elle ne se reconnaissait pas ou qu'elle ne voyait pas forcément des femmes qui avaient la même forme de visage qu'elle, la même forme Dieu, elle pouvoir assumer cette apparence physique en disant que c'est une apparence physique qui est belle, c'est un enjeu féministe pour les femmes minoritaires. Et donc cette question des cheveux, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et il y a eu énormément de travail. Je sais qu'à un moment donné, dans le sud des États-Unis, il était interdit aux femmes noires de montrer leurs cheveux parce que justement, les tresses, les cheveux, c'était un outil de révolte. On sait que par exemple, dans l'Amérique du Sud, les tresses, en fait, ça a été pour les esclaves le moyen en fait, de dessiner des routes d'évasion. Donc c'est un espace en fait, d'expression, un espace d'affirmation de soi et de révolte potentielle. Et comme les femmes en fait, trouvaient des formes d'expression capillaire qui étaient extrêmement esthétiques, on leur a demandé de les cacher pour justement ne pas être des femmes séduisantes. Et finalement, c'est là qu'on a créé dans le sud des États-Unis ce qu'on appelle les tignons, ça vient du mot français chignon, où en fait elles portaient des foulards extrêmement beaux, extrêmement esthétiques. Et c'est très connu notamment en Louisiane, les femmes qui portaient des tignons, et elles ont réussi à contourner cette interdiction de se montrer en faisant de cette obligation de se cacher quelque chose qui devenait une possibilité de se montrer. Et on sait aussi que par exemple qu'en Afrique du Sud, pour savoir si une personne était noire, on utilisait le peigne, en fait on faisait ce qu'on appelait le test du peigne, et en fait si on mettait le peigne dans les cheveux de quelqu'un et que le peigne ne bougeait pas, on considérait que la personne était noire. Donc cette question-là, c'est une question de discrimination aussi, et c'est une discrimination qui est encore extrêmement présente. Et donc la question des représentations publiques, elle s'exprime évidemment dans le cinéma. Dans le cinéma, je pense que c'est assez important, où le travail de la sociologue Marie-France Malonga montre qu'il y a 3 types de représentations qui sont récurrentes dans le cinéma pour les minorités. La figure dans le cinéma français, mais je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres formes de cinéma, il y a la figure de la victime, qui est une personne en fait, qui a des problèmes, donc une personne minoritaire qui a des problèmes qu'elle doit résoudre du fait de sa condition minoritaire, et souvent elle est sauvée par une personne blanche. Ça change un petit peu, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez récurrent. Il y a la personne du délinquant, la figure de la délinquante, du fauteur de troubles, donc une personne qui vient et qui pose problème, qui enfreint la loi, qui enfreint les règles, et donc une figure assez récurrente. Et enfin, la personne du sauvage, la figure du sauvage, qui est une personne qui est inadaptée en fait, qui est inadaptée, qui ne connaît pas les règles en fait de la société dans laquelle elle se trouve et qui va finalement suivre un apprentissage qui lui permettra de s'assimiler, de s'adapter, et souvent accompagnée par une personne dominante. Et donc, en réponse à cette absence de représentation plurielle, il y a plusieurs actrices menées par Aïssa Maïga qui ont écrit ce livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier » et qui ont monté les marches de Cannes en 2018. Donc c'était 16 actrices noires âgées de 21 à 72 ans, je crois, qui montraient justement la diversité des profils. Parce que souvent on dit... c'est dire qu'il n'y a pas de femmes noires pour faire des rôles, donc ça montrait bien que ce n'était pas le cas. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire qu'elles sont 16, elles ont des silhouettes différentes, des coiffures, des couleurs de peau, des formes de visage très très différents. Et je voulais mettre ça en écho avec le film de Audrey Dana qui s'appelle « Sous les jupes des filles ». Et le titre international, c'était « French Women », qui montre bien que, il y a quand même une partie des Françaises qui n'a pas été envisagée pour la réalisation de ce film. Et donc je vais vous montrer un extrait d'un de mes autres documentaires qui s'appelle « Où sont les Noirs ?», qui interroge la place des personnes noires sur les écrans français. Donc c'est la prochaine vidéo. Voilà. Et notamment des femmes noires. Première star noire d'envergure internationale dans les années 1920, l'américaine Joséphine Baker explose sur la scène parisienne.
son statut ne la préserve pas des clichés puisque son corps fait l'objet d'une grande fascination. Joséphine Baker inaugure ainsi la longue histoire de l'érotisation du corps des femmes noires sur nos écrans. Arrivée dans ce métier, j'ai bien compris très rapidement qu'espérer avoir un rôle entre guillemets normal, c'était du domaine quasiment impossible. À 20 ans, femme, noire, c'était la pute. Mais je me souviens, à un moment, j'ai eu que des castings de prostituées. Je me disais, mais c'est quoi leur problème? Mais enfin, ils savent pas qu'on n'est pas toutes des prostituées, ils savent pas que c'est pas, on peut faire autre chose que ça. Comment ça se fait qu'ils sont en ces réflexes? Et je ne comprenais pas. Des femmes faciles, des prostituées, des maîtresses, des choses assez dégradantes à chaque fois, mais c'est pas trop le problème si c'est pas systématique. Ce rôle de belle plante aux actrices noires est souvent, malheureusement, souvent proposé. Parce qu'on pense qu'on est plutôt exotique. On pense à nous en tant qu'exotisme, on ne pense pas à nous en tant que rôle, en tant que personnage. Alors cette question-là, c'est la question justement de l'hypersexualisation des femmes minoritaires, et en particulier des femmes noires. J'ai voulu parler de Joséphine Baker parce que c'est une figure ambivalente. C'est à la fois une figure du féminisme, puisque c'est une personne qui a révolutionné les arts de la scène, qui a été une des premières femmes à vraiment créer une forme d'expression scénique assez nouvelle, assez inédite. Donc c'est une femme qui venait des États-Unis, qui venait du Missouri, qui est venue en France à l'âge de 19 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la connaît pour ses danses d'inspiration africaine. Elle n'était pas africaine, elle venait des États-Unis. Donc c'était une période coloniale où il était important de mettre sur scène une expression de la domination française en mettant en scène des populations qu'on associe au continent africain pour montrer leur exotisme et leur infériorité. Et donc Joséphine Baker a joué ce rôle dont elle a joué en même temps, c'est-à-dire que quand elle est arrivée à Paris, elle a commencé à danser pour répéter, et en fait on lui a demandé de se dénuder. Au départ, en fait, elle n'a pas voulu, elle a refusé, elle a pleuré, elle a demandé à reprendre le bateau pour rentrer aux États-Unis, et puis finalement elle a été convaincue de le faire, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adopté des postures un petit peu clownesques pour justement décharger le caractère très très érotique des danses qu'on lui demandait de performer sur scène. Donc elle a su se jouer de ça, et en même temps elle est quand même restée le support d'une projection, d'une érotisation qui n'était pas autorisée sur d'autres femmes. C'est-à-dire que pour les femmes blanches, c'était impossible de s'exprimer scéniquement en étant quasiment nues. Donc il y avait cette possibilité pour une femme noire qui n'était pas possible pour une femme blanche. Et en même temps, Joséphine Baker, c'est devenue une icône de beauté. Elle avait créé sa ligne de produits pour les cheveux, sa ligne de produits aussi pour le teint. Donc les femmes parisiennes des années 1920 voulaient avoir son teint, voulaient avoir sa coiffure. C'était aussi une figure de la résistance. Elle a pratiqué l'espionnage vraiment de manière extrêmement courageuse. Elle a passé son brevet de pilote. Donc, et ça a été aussi une figure des droits civiques aux États-Unis. Elle a pris la parole lors de la marche sur Washington en 1963. C'est la seule femme, d'ailleurs, qui a pris la parole. Et elle est venue avec l'uniforme de l'armée française et de la résistance. Mais voilà, il y a cette ambivalence et cette création finalement de la figure de la femme noire dans le cinéma français qui a entretenu l'idée que les femmes noires étaient à la fois des femmes exotiques et en même temps des femmes hypersexualisées. Et donc il ne s'agit pas de dire de stigmatiser le travail du sexe, c'est un travail comme un autre, mais de voir combien les femmes finalement noires sont enfermées dans ce registre tout le temps du corps en fait. C'est un corps qui est un corps qu'on va considérer comme extrêmement érotique, comme un corps extrêmement athlétique, extrêmement attirant, et c'est un corps qu'on va exposer beaucoup plus que le corps blanc qu'on va préserver. Et ça fait aussi écho à ces cartes postales de l'époque de la colonisation, peut-être un petit peu plus tôt dans le siècle, où des personnes, des colons, allaient sur les territoires colonisés, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, et dénudaient des femmes aux côtés desquelles ils posaient, parce que, sous prétexte d'anthropologie, en réalité, participaient à une forme d'érotisation, et c'était des photographies qu'il était impossible de prendre avec des femmes noires. Et donc, cette question-là, du féminisme décolonial, elle s'inscrit évidemment dans la manière dont certains corps en fait, ont été le support de projections colonialistes et surtout l'idée que les corps des femmes étaient des territoires à conquérir. C'est-à-dire qu'il fallait conquérir le territoire colonial, mais il fallait aussi conquérir les femmes et, entre guillemets, les soumettre dans une optique patriarcale, parce que l'idée, c'est que la guerre se déroulait sur le sol, et donc dans un processus guerrier, et que ce processus guerrier faisait des femmes des sujets, et des sujets à dominer, à dénuder et à exposer. Voilà.
Merci. Et donc, pour terminer, il y a un sujet qui revient de manière récurrente en France depuis presque 25 ans, qui est le sujet du port du foulard par les femmes musulmanes. Donc, le dernier en date, c'était le port du burkini qui a été invalidé par le Conseil d'État sur une base qu'on pourrait discuter sur le plan juridique. Mais de manière générale, les institutions judiciaires françaises font des va-et-vient par rapport à ce qui devrait être un droit en fait, citoyen, si on se fie tout simplement à la loi de 1905, puisque la loi de 1905 qui garantit la laïcité en France impose la neutralité, mais la neutralité à l'État français, la neutralité aux agents de l'État français, donc aux fonctionnaires, mais elle n'impose pas la neutralité des citoyens et des citoyennes. Et donc, on est dans cette ambivalence où en fait, on va au-delà de la question de la laïcité pour finalement essayer de réguler l'apparence des femmes, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont exposées à des questionnements. Les hommes musulmans, en fait, ne font pas du tout l'objet des mêmes commentaires. Ce sont les femmes musulmanes dont on a questionné la présence à l'école, ce sont les femmes musulmanes dont on trouve les jupes trop longues, les bras trop couverts, les robes trop amples. Et donc, il y a toujours une espèce de politisation du corps des femmes et de volonté de la réguler, mais toujours sans qu'on sache vraiment à quel moment, en fait, c'est suffisamment bien. L'année dernière, il y a eu 2 polémiques quasiment simultanées où en fait on demandait aux adolescentes à l'école de ne pas porter des crop tops, en fait, des hauts trop courts. Et le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer, a été interrogé sur ce sujet et il a dit à l'école qu'il fallait avoir une tenue républicaine. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la République, c'est la fashion police ? C'est très étonnant. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et en fait, derrière les républicains, il y a l'idée que les femmes, à la fois, ne doivent pas être trop découvertes, mais pas être non plus trop couvertes. Et donc, et c'est un homme qui le dit. C'est un homme qui décide qu'il y a des tenues qui sont républicaines et qui sont adaptées pour les jeunes femmes. Et donc, cette idée du féminisme intersectionnel et décolonial, c'est l'idée de voir à quel point le patriarcat va déterminer des modes d'exposition du corps féminin en fonction de l'origine des femmes, mais aussi en fonction d'une ligne républicaine qui est mouvante. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, finalement, cette limite, cette frontière républicaine varie énormément. Et donc, je vais vous montrer une dernière vidéo qui est l'extrait du même documentaire La Parisienne démystifiée. Merci. Un petit peu plus long. Pour moi, il n'y a pas de définition propre d'une Parisienne. On est toutes différentes les unes des autres. Que ce soit une femme blanche qui s'habille assez sexy, ou une femme qui porte le voile comme moi, ou une femme noire, une femme arabe, qui a des influences plutôt street et tout. En fait, c'est la définition aussi d'une Parisienne, qu'elle soit jeune, qu'elle soit plutôt vieille. On est toutes des Parisiennes différentes et pour moi, il n'y a pas vraiment de définition propre. Anlia Mostafa est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle intervient sur les sujets liés à la féminité, la spiritualité ou encore la santé mentale. Elle porte un intérêt particulier à ce que l'on appelle la modest fashion, une tendance de la mode qui répond aux critères des femmes qui souhaitent couvrir leur corps. Les influences de mes vêtements, elles vont s'inspirer un petit peu de cette image de la Parisienne, un petit peu assez nonchalant, parfois un petit peu casual, mais aussi un petit peu chic. Mais en même temps, moi, avec mes autres influences, que ce soit au niveau de mes origines, je suis comorienne, que ce soit au niveau aussi de mon appartenance religieuse, que ce soit aussi au niveau de mes goûts personnels, je viens rajouter ma patte à moi. Et du coup, ça va donner autre chose et qui ne sera pas forcément l'image de cette Parisienne-là. C'est intéressant parce qu'en fait, on crée notre modeste fashion la ville parisienne. Après, il y a certaines personnes qui vont avoir un regard plutôt, on va dire, méfiant, on va dire, parce qu'ils vont se dire, oula, c'est un petit peu dangereux de concilier 2 univers qui ne sont pas compatibles. Normalement, quand tu portes le voile, tu es censé t'habiller de telle façon, avec des longues robes noires, et tu vois pas pourquoi tu t'habillerais comme ça, parce que c'est pas compatible, et donc du coup, tu valorises une féminité qui ne devrait pas être valorisée. Enfin, ça va dépendre des points de vue, que ce soit des personnes qui sont musulmanes ou des personnes justement non musulmanes qui vont se dire non, on n'a pas besoin d'un style qui mélange la modeste fashion et le style parisien. Le style parisien, c'est parisien. Modeste fashion, c'est autre chose, ça appartient à l'Arabie Saoudite, quoi. Pour faire le cliché. Voilà.
Et après, oui, je trouve que c'est assez dommage que justement, même dans ce mouvement qui normalement devrait unifier les femmes et qui devrait justement être un vecteur de synergie de nos forces, et soit quand même victime un peu de clivage, de domination en fait, parce que le féminisme qui prend de la place, clairement, il contraint la vie de plusieurs femmes qui ne s'y retrouvent pas, parce que justement, ils effacent nos choix. Par rapport au débat qu'on peut avoir médiatique au niveau du voile et de l'identité française, qui serait incompatible justement avec ce port du voile, je le vis très différemment selon les périodes. Mais en général, je le vis mal. On va être honnête. On va être honnête. En fait, quand on parle et on pointe du doigt en fait, ton identité en disant tu n'es pas, et bien finalement, ça te force à poser cette question de qui je suis. Et du coup, ça m'a renforcé cette conviction que j'ai que si c'est compatible, et en fait, vous allez rien faire. Vous pouvez rien faire en fait avec ça. Vous pouvez en parler, vous pouvez polémiquer, mais en fait, ça ne changera pas le fait que ça restera compatible. Je suis née en France, je suis parisienne, je me sens française et je porte le voile. Et c'est un fait. Et c'est même pas une question. Donc voilà. Donc, cette vidéo, donc c'est un extrait de ce documentaire dont je vous ai parlé. Et quand la chaîne l'a posté sur Twitter, ça a donné lieu à une polémique mais incroyable, vraiment de la part de mes confrères, journalistes, qui ont harcelé en fait la chaîne pour que cet extrait soit retiré de Twitter parce qu'ils trouvaient que... Et en fait, c'est tellement inhabituel en France de voir une femme qui porte un foulard, qui a un discours tout à fait... qui n'est pas lié à une actualité polémique et qui se présente comme une personne en fait tout à fait humaine, que du coup ça a donné lieu quand même à pas mal de réactions, et je trouvais que c'était intéressant parce qu'aucun autre extrait du documentaire n'a donné lieu à tant de réactions. Donc ce que je trouve encore une fois très clair, c'est l'idée que justement le féminisme en fait il doit pour se décoloniser et pour être intersectionnel accepter de se formuler selon les termes de toutes les femmes, et que chaque femme qui appartient à un groupe doit être à même de déterminer ses propres priorités et de les imposer. Et donc ça ne peut pas être un groupe dominant qui peut décider que l'émancipation de toutes va passer par tel chemin et va s'apprécier selon un critère particulier qui serait l'adoption d'un type de tenue, d'un type de discours, etc. etc. Et l'idée, vraiment, c'est que les femmes puissent disposer de leur propre corps et rappeler que leur corps leur appartient, et que dès lors qu'elles ont pris une décision qui concerne leur corps, eh bien, cette décision doit être respectée, et qu'on ne peut pas dire à une femme que sa décision n'est pas une décision valide et qu'on sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle. Et c'est vraiment la difficulté, et qui pour moi correspond à cette idéologie coloniale qui consistait dans l'idée qu'on allait voir des peuples qui étaient des peuples en situation d'arriération historique, et qu'on allait leur apporter une lumière qui leur permettrait de se développer. Et bien, quand on aborde des femmes en leur disant « votre manière d'aborder le féminisme n'est pas la bonne, nous savons parce que nous avons de l'avance », eh bien, on est toujours dans un héritage de la colonisation qui fait écho à aux années 1950, où en fait les femmes de généraux en Algérie procédaient publiquement à des cérémonies de dévoilement, où en fait elles demandaient aux femmes algériennes, enfin elles les dévoilaient publiquement. Il y avait ces affiches très connues où on voyait ces femmes avec et sans voile, donc dessinées, et le titre c'est « N'êtes-vous pas plus jolie ?» Et donc ça montre bien qu'il y a toujours cette idée de la française qui doit ressembler à un certain canon pour être acceptée, pour être jolie, parce qu'il faut être jolie, apparemment c'est important. Et pour être jolie, il faut ressembler à un certain archétype. Donc voilà, je crois qu'on est sur la fin. Ouais, il me semble. Voilà, c'est la fin. Je ne savais plus si j'avais ajouté quelque chose, mais voilà, l'idée c'est que je voulais explorer plusieurs questions. La question de la représentation, la question de l'exotisation et de l'hypersexualisation, la question de l'assimilation, donc l'assimilation à un modèle. Je pense qu'on pourrait ajouter à cela la question de la classe. Et évidemment, décoloniser le féminisme, c'est ne pas s'émanciper sur le dos de femmes qui sont moins favorisées socialement. Et donc cette question du recours au travail domestique de femmes qui sont moins favorisées,
sexualité, le recours aussi à la fabrication d'objets de nos quotidiens, notamment de vêtements, de la part de femmes qui sont à l'autre bout du monde, qui ont moins de droits, qui ont moins de protection sociale. C'est toujours la question de comment on s'émancipe sans écraser les droits de femmes qui sont moins visibles et qui ont moins d'opportunités de revendiquer leurs droits sociaux. Voilà. Merci beaucoup. La discussion. Merci beaucoup. J'ouvre un petit peu les fenêtres.